Qui sont les talibans? Que veulent-ils faire en Afghanistan? Comment expliquer ces images impressionnantes à l'aéroport de Kaboul? Pourquoi les États-Unis ont-ils quitté le pays? Que fait la France? Ou encore, à quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on va essayer de comprendre donc au mieux la situation en Afghanistan. En effet, suite au retrait des troupes américaines d'Afghanistan ces dernières semaines, les talibans ont pris le contrôle de la quasi-totalité du pays et notamment de la capitale Kaboul. C'est un sujet qui est très complexe, du coup sur Instagram, en plus du post qu'on a publié sur le sujet, je vous ai proposé de poser des questions et donc on en a reçu des dizaines de milliers depuis hier. Dans cette vidéo, je vais donc répondre aux questions qui sont les plus revenues et les plus importantes. Ça me semble assez essentiel de faire un point dans cette vidéo aujourd'hui sur le sujet, en attendant évidemment le retour du format des actus du jour sur cette chaîne YouTube qui va reprendre donc de façon quotidienne du lundi au vendredi à partir du lundi 23 août. Alors commençons sans plus tarder avec la première question, une question logiquement assez importante. Qui sont les talibans? Les talibans, c'est un mouvement islamiste né dans les années 90 au Pakistan et qui est considéré par beaucoup de pays du monde comme un groupe armé violent. Ils ont déjà été au pouvoir en Afghanistan entre 1996 et 2001, juste avant l'intervention américaine dans le pays. On va en reparler dans quelques instants. À la base, en fait, c'était des étudiants pakistanais et afghans, issus notamment d'écoles religieuses. Le mot taliban, d'ailleurs, vient du mot talib, qui signifie étudiant en arabe. Les talibans sont donc arrivés en Afghanistan en 1994, un peu avant donc leur arrivée au gouvernement en 1996. Ils ont commencé aussi progressivement à s'armer dès leur arrivée, et leur but, c'était donc de mettre en place un gouvernement islamique avec une interprétation très stricte de ce que l'on appelle la charia, autrement dit donc la loi islamique. Et je vous la fais courte là tout de suite puisqu'on va y revenir dans quelques minutes, mais en gros ils rejettent totalement les non-croyants mais aussi les autres religions, et un pays dirigé par les talibans, c'est un pays où les libertés sont très fortement réduites, notamment pour les femmes. On va en reparler donc dans quelques instants. Alors question importante qui a beaucoup été posée, pourquoi est-ce que les États-Unis sont partis d'Afghanistan? Et déjà pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont partis, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont venus au départ. Alors j'en ai déjà parlé dans la vidéo des actus de la semaine qu'on a posté le week-end dernier, mais pour résumer, après les attentats du 11 septembre 2001 à New York et notamment la chute des tours jumelles, l'armée américaine est arrivée en Afghanistan officiellement avec l'objectif de financer et d'équiper l'armée d'Afghanistan afin de lutter contre un groupe, et ce groupe c'est donc les talibans. En gros ils accusent les talibans d'avoir aidé et caché en Afghanistan le groupe Al-Qaïda, le groupe donc qui a revendiqué les attaques du 11 septembre, et en arrivant militairement en Afghanistan, les Américains espéraient aider le gouvernement à faire reculer les talibans du pays. Le truc c'est que en 2018, donc beaucoup plus récemment, eh bien Donald Trump a annoncé vouloir retirer les troupes américaines d'Afghanistan. Ce retrait a ensuite été mis en œuvre en mai dernier par l'actuel président des États-Unis, Joe Biden. Il semblerait donc que les talibans en aient profité pour reprendre le contrôle du pays et reprendre ville par ville jusqu'à la capitale Kaboul l'intégralité du territoire de l'Afghanistan. Alors pour essayer d'expliquer, de comprendre ce retrait des Américains d'Afghanistan, il faut parler d'un accord. C'est un accord qui a été signé à Doha au Qatar le 29 février 2020, autrement dit il y a environ un an et demi. Et il a pour objectif de poser les conditions du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. En gros, en signant cet accord, eh bien, les talibans se sont engagés à plusieurs choses. Premièrement, ils se sont engagés à ne pas attaquer les forces étrangères et donc les Américains notamment alors qu'ils quittent l'Afghanistan. Ensuite, les talibans se sont engagés à empêcher des groupes comme Al-Qaïda ou alors l'État islamique de se développer et d'être hébergés en Afghanistan. Et enfin, dernière chose, cet accord prévoyait l'ouverture de négociations de paix entre les talibans et le gouvernement afghan, des négociations qui donc finalement n'ont pas du tout eu lieu. Alors sur cet accord entre les États-Unis et les talibans, effectivement pour l'instant, les forces étrangères n'ont pas été attaquées lors de leur retrait ces derniers jours. Par contre, il n'y a absolument aucune garantie sur le fait que les talibans vont vraiment empêcher Al-Qaïda de s'installer en Afghanistan. Et de
la même façon, il n'y a pas vraiment eu de négociation de paix entre les talibans et le gouvernement afghan. En tout cas pour l'instant, eh bien, le président afghan a fui et c'est bien les talibans qui prennent le contrôle du pays en ce moment. Vous l'aurez compris, ce retour au pouvoir des talibans que les Américains ont chassé pendant 20 ans apparaît assez logiquement comme un immense échec pour les États-Unis, mais malgré tout, eh bien, le président américain Joe Biden continue de défendre sa décision. Pour lui, les États-Unis ont bien fait de quitter l'Afghanistan. Le président américain a prononcé un discours ce lundi et a déclaré que le seul but de cet engagement militaire n'était pas de construire une nation démocratique en Afghanistan, mais surtout d'empêcher une attaque terroriste sur le sol américain et qui aurait été préparée ou qui pourrait être préparée en Afghanistan. Selon lui, les États-Unis ont donné à l'armée afghane, je cite, toutes les options possibles pour combattre les talibans. Autrement dit, pour les États-Unis, ils ont fait ce qu'ils devaient faire et ils ont donc, selon eux, raison de partir. Une question importante qui est beaucoup revenue et qui permet aussi de mieux comprendre exactement de quoi on parle, quelle est la différence entre les talibans et notamment l'État islamique? Alors, il faut bien comprendre que par rapport à d'autres mouvements comme Al-Qaïda ou encore le groupe État islamique, les talibans n'ont pas forcément d'objectif international et d'expansion à l'étranger. La seule chose qui les intéresse officiellement, c'est de prendre le pouvoir en Afghanistan et d'y imposer donc la charia et leur gouvernement et leurs règles. Les talibans ne sont pas proches de l'État islamique, mais par contre, ils entretiennent des liens avec d'autres groupes terroristes, notamment Al-Qaïda. Près de 600 combattants d'Al-Qaïda seraient encore hébergés par les talibans selon plusieurs sources. Et au-delà de ça, selon certains experts, même si les talibans affirment que non, que ce ne sera pas le cas, etc., en raison de l'accord de Doha, eh bien, beaucoup disent que Al-Qaïda pourrait profiter de ce chaos en Afghanistan et de cette arrivée au pouvoir des talibans pour reprendre ses activités et se servir donc de l'Afghanistan comme base importante pour préparer par exemple des attentats. Bref, pas de lien fort entre les talibans et l'État islamique, mais des liens entre les talibans et Al-Qaïda, avec les talibans qui se concentrent sur l'Afghanistan et Al-Qaïda qui a une volonté plus internationale de réaliser donc par exemple des attentats à l'étranger. Autre question qu'il faut absolument répondre, que change cette arrivée au pouvoir des talibans pour la population afghane? Et bien en l'occurrence, ça change beaucoup de choses. Lorsque les talibans étaient au pouvoir à la fin des années 90 en Afghanistan, bien la télévision, la musique ou encore la danse étaient interdites. Les femmes étaient obligées de porter la burqa, donc le voile intégral. Elles ne pouvaient pas travailler, elles n'avaient pas le droit de sortir dans la rue sans la présence d'un homme et les petites filles ne pouvaient pas aller à l'école. Plus largement en fait, la violence était très présente dans la société. Les mains des voleurs étaient coupées, les homosexuels étaient exécutés en public et les femmes accusées de tromper leur mari étaient lapidées à mort, donc tuées à coups de pierre. La crainte, et ce malgré les déclarations des talibans ces derniers jours appelant à faire un gouvernement islamique, je cite, inclusif, c'est que eh bien, les libertés des Afghans soient à nouveau extrêmement limitées. Il faut savoir que dans les territoires qui sont actuellement contrôlés par les talibans depuis plusieurs mois en Afghanistan, les petites filles peuvent aller à l'école uniquement jusqu'à l'âge de 7 ans, les femmes sont déjà obligées de porter la burqa, et enfin plusieurs jeunes filles ont été kidnappées pour être mariées de force avec des talibans. Une question rapidement qui est beaucoup revenue, comment se positionne la France dans ce conflit? Il faut savoir que la France s'est engagée en Afghanistan aux côtés des États-Unis pendant 13 ans, entre 2001 et 2014, dans le but de renverser ce régime des talibans. Au total, près de 70 000 soldats français ont été déployés dans le pays. La France est donc du côté des États-Unis de ce point de vue-là. Sinon, par rapport à la situation actuelle, Emmanuel Macron s'est exprimé ce lundi sur la situation en Afghanistan. Il a notamment déclaré que la priorité était d'évacuer les citoyens français qui se trouvaient encore en Afghanistan, mais aussi les Afghans qui avaient travaillé avec les Français ces dernières années. Dans une phrase qui a beaucoup fait réagir et fait débat ces derniers jours, il a aussi appelé à se protéger contre, je cite, des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics, tout en précisant que la France avait pour devoir de venir en aide, je cite, aux plus menacés. Alors, question importante, il y en a beaucoup des questions importantes, on va pas se mentir, mais celle-ci, elle l'est aussi. Quelles vont être les conséquences géopolitiques? Eh bien, beaucoup de pays pourraient couper leurs relations avec l'Afghanistan, mais d'autres pays pourraient à l'inverse créer des liens, et c'est le cas notamment de la Chine, de la Russie ou encore du Pakistan. En effet,
effet, la Chine et la Russie n'ont pas évacué leur ambassade ces derniers jours. La Chine a même déclaré vouloir des relations amicales avec les talibans et la Russie va rencontrer certains représentants des talibans prochainement. En fait, en réalité, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, les deux pays ont tous les deux des intérêts économiques et politiques dans la région et ils ont donc tout intérêt à ce que la situation se calme dans le pays et ce notamment pour continuer à étendre leur influence à l'inverse des États-Unis qui reculent dans la région. Alors petite question au passage en 2 mots, mais elle était quand même beaucoup posée donc c'est important d'y répondre. Risque-t-on une guerre mondiale? Alors certes, ce qui se passe actuellement en Afghanistan perturbe l'équilibre dans la région, mais il n'est pas prévu d'intervention militaire des États-Unis ou encore des Européens autres que les interventions militaires pour rapatrier des personnes en ce moment. Par ailleurs, les talibans de la même façon ont certes des liens et des tensions avec différents pays, mais il n'y a pas eu d'évolution majeure de ce point de vue-là. Bref, pour résumer, on est très loin d'un conflit plus global. Enfin, pour terminer, dernière question, où vont les réfugiés qui fuient actuellement l'Afghanistan? En l'occurrence, c'est très compliqué pour les Afghans de fuir aujourd'hui car les talibans contrôlent déjà toutes les frontières terrestres et une grande partie des aéroports, d'où les mouvements d'ailleurs de panique juste avant l'arrivée des talibans où on a pu observer des centaines de personnes tentant de s'accrocher à des avions ou autres pour fuir le pays désespérément. La majorité des Afghans qui arrivent à fuir sans se faire attraper par les talibans traversent en fait la frontière pour aller dans les pays voisins, donc c'est le cas notamment de l'Iran, dans l'espoir parfois de rejoindre la Turquie et puis derrière l'Europe. Autrement, la plupart des Afghans qui fuient en avion, ce sont ceux qui possèdent un visa qui leur permet d'être rapatriés en avion militaire dans le pays qui lui a accordé leur visa, et en général c'est le cas d'Afghans qui ont travaillé avec les pays occidentaux et qui amènent donc ces avions à Kaboul. Bref, vous l'aurez compris, la situation est très tendue actuellement en Afghanistan. Le président de l'Afghanistan a fui le pays et il est actuellement à l'étranger. Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul et du pays. Ils vont donc dans les prochains jours a priori mettre en place et instaurer leur gouvernement et leurs règles qui vont avec. Pendant ce temps, de très nombreux Afghans tentent de fuir tandis que d'autres sont résignés. Faudra voir ce qu'il en est dans tous les cas dans les prochains jours, si on a une réaction importante de la part des pays à l'étranger ou alors de l'Organisation des Nations Unies. Il faudra voir ce qu'il en est dans les jours qui viennent. Quoi qu'il en soit, ça me semblait assez important de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous donner un maximum d'informations et vous donner un peu plus de contexte après tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas d'ailleurs, je peux vous découvrir la chaîne aujourd'hui, mais sur cette chaîne YouTube, on reprend le format des actus du jour le 23 août et donc à partir de la semaine prochaine, de ce lundi, il y aura chaque jour sur cette chaîne une vidéo du lundi au vendredi pour suivre chaque soir avec un petit résumé en moins de 10 minutes de l'actualité du jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas du coup à vous abonner pour suivre tout ça et vous informer. Par ailleurs, au-delà du format des actus du jour sur cette chaîne YouTube, il y a aussi le format des actus du jour qu'on poste sur Instagram. C'est un format plus court qui se lit en moins d'1 minute. Pareil, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite.